Lorsque je repense à cette lumière et à cette sensation étrange d'être observé, je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se trouvait vraiment au fond de ce vieux puits. Quand j'avais 11 ans, mes parents ont décidé d'acheter une vieille grange délabrée pour la rénover et en faire notre maison. Au début, tout semblait aller bien. L'endroit était rustique, entouré de champs, et nous avions hâte de voir ce projet se concrétiser. Cependant, quelques mois après notre installation, j'ai commencé à faire un rêve étrange, toujours le même. Je voyais un puits, caché dans l'ombre de la grange, autour duquel deux petites filles jouaient. Elles riaient, leurs robes blanches tourbillonnant dans l'air. Mais nuit après nuit, le rêve devenait plus sombre. Leurs visages perdaient leur couleur, leur peau devenait grisâtre, puis noire, se décomposant peu à peu, laissant apparaître des os saillants. Elles ne jouaient plus. Elles rampaient lentement autour du puits, leurs yeux vides fixant quelque chose que je ne pouvais pas voir. Elles ne me parlaient jamais. Les nuits sont devenues un supplice. Le sommeil me fuyait, et mes parents étaient convaincus que je traversais une crise psychologique. Quand je leur ai parlé du puits dans la grange, ils ont ri. « Il n'y a jamais eu de puits ici », disaient-ils. Pourtant, le rêve ne cessait de revenir, chaque nuit, de plus en plus insupportable. Les deux filles étaient devenues de véritables squelettes, flottant dans l'eau sombre du puits, leurs doigts osseux pointés vers le haut, comme si elles voulaient en sortir ou appeler à l'aide. Un soir, à bout de nerfs, je n'ai plus supporté cette obsession. Pris d'un élan incontrôlable, j'ai attrapé une vieille hache et je me suis mis à frapper le sol de la grange à l'endroit exact où se trouvait le puits dans mes rêves. Mes parents, affolés, sont intervenus et m'ont arraché l'outil des mains, persuadés que j'avais perdu la raison. Pour les rassurer, mon père a pris une lampe torche et a examiné le trou que j'avais réussi à creuser. Ses yeux se sont écarquillés. Sous la terre et le bois usé, il y avait bel et bien des briques rondes formant l'ouverture d'un ancien puits. Les autorités ont été contactées. Lorsque les ouvriers ont dégagé l'entrée, ils ont découvert deux squelettes humains, ceux de deux petites filles, oubliés depuis plus d'un siècle. Personne n'a jamais su qui elles étaient ni ce qui leur était arrivé. Depuis cette découverte, je n'ai plus jamais refait ce cauchemar. Quand j'étais enfant, mon grand-père adorait raconter des histoires le soir, assis près du feu, sa voix grave et lente captivant toute la famille. Mais il y en avait une qu'il ne racontait que rarement, et seulement quand on le suppliait. C'était l'histoire du puits hanté de San Giovanni, un petit village reculé en Italie où il avait grandi. Cette histoire me glaçait le sang à chaque fois, car, à la différence des autres récits, celle-ci semblait beaucoup trop réelle. Selon mon grand-père, le puits de San Giovanni se trouvait à l'extérieur du village, à l'orée d'une vieille forêt de chênes noueux. Il était vieux de plusieurs siècles, fait de pierres grises et usées, couvert de mousse et entouré de ronces. Les anciens du village disaient que le puits avait été scellé bien avant la naissance de mon grand-père. Personne ne s'en approchait, et même les enfants les plus courageux évitaient de jouer près de là. L'histoire qu'il racontait remontait au milieu du XIXe siècle. À cette époque, un petit garçon nommé Matteo avait disparu dans le village. C'était un enfant curieux et aventureux, toujours prêt à explorer les endroits interdits. Une nuit d'été, il s'était aventuré seul vers la forêt, défiant l'interdiction de ses parents. Il n'était jamais rentré. Pendant des jours, les villageois avaient fouillé la forêt et ses environs. Des battues avaient été organisées et les rumeurs avaient commencé à circuler. Certains disaient que Matteo avait été enlevé, d'autres affirmaient qu'il s'était perdu et qu'il était mort de faim dans les bois. Mais une vieille femme du village, considérée comme une sorte de sorcière, murmurait une version bien plus sombre. Elle affirmait que le garçon avait été attiré par des voix venant du vieux puits. Il est trop curieux pour son propre bien, avait-elle dit aux villageois. Personne ne l'avait écoutée, pensant qu'elle était folle. Quelques jours après sa disparition, les parents de Matteo furent réveillés en pleine nuit par des coups sourds à leur porte. Lorsqu'ils ouvrirent, ils trouvèrent leur fils, trempé, pâle et tremblant de froid. Il ne prononça pas un mot. Ses yeux étaient vitreux, comme s'il avait vu quelque chose d'indescriptible. Il ne répondait pas aux questions, et son regard restait fixé sur un point invisible au loin, toujours en direction de la forêt.
Pendant des semaines, Matteo resta dans cet état. La nuit, il parlait dans son sommeil, répétant les mêmes phrases étranges dans un murmure guttural, des mots que personne ne comprenait. Puis, un soir, il se leva brusquement et quitta la maison sans un bruit, les yeux grands ouverts, comme s'il était en transe. Ses parents l'avaient suivi jusqu'à la lisière de la forêt, mais il était déjà trop tard. Matteo avait disparu à nouveau. Le lendemain, un chasseur du village trouva son corps près du vieux puits, le visage figé dans une expression de terreur absolue. Son corps était sec, comme vidé de toute son eau. Personne ne put expliquer ce qui lui était arrivé. Les anciens décidèrent de sceller définitivement le puits avec d'énormes pierres, et une croix en fer fut plantée au sommet pour empêcher, quoi que ce soit, d'en sortir. Mon grand-père jurait que, certaines nuits, quand le vent soufflait du côté de la forêt, on pouvait encore entendre des murmures provenant du puits, des appels lointains et désespérés, comme des voix cherchant à attirer de nouvelles âmes. En grandissant, j'ai souvent cherché à savoir si cette histoire était vraie. Mais aucune archive locale ne mentionne Matteo, ni aucun puits scellé dans la région de San Giovanni. Pourtant, des rumeurs persistent parmi les habitants les plus âgés. Certains affirment que le vieux puits existe toujours, caché dans les bois, oublié par les cartes modernes. Et à chaque fois que j'entends le vent souffler à travers les arbres la nuit, je ne peux m'empêcher de me souvenir de la voix grave de mon grand-père et de l'histoire terrifiante du puits hanté de San Giovanni. L'une des légendes les plus fascinantes de ma région est celle du puits de Mélusine, à Lusignan, en France. Contrairement à beaucoup de récits folkloriques, cette histoire ne ressemble pas à un conte de fées. Elle a une intensité sombre, presque tragique, et même aujourd'hui, elle continue d'alimenter des récits troublants dans le village. Selon la légende, Mélusine était une fée puissante, mais aussi une créature condamnée à cacher sa véritable nature. Elle épousa Raymondin de Lusignan, un noble de passage, après lui avoir promis fortune et puissance, à une seule condition, il ne devait jamais la voir le samedi. Chaque semaine, elle s'isolait ce jour-là, prétextant un rituel secret. Les années passèrent et, comme promis, Mélusine fit prospérer le domaine. Elle fit bâtir des forteresses et des villes entières presque par magie, et les habitants du village voyaient en elle une protectrice bienveillante. Mais dans les couloirs sombres du château, les rumeurs se mirent à circuler. Pourquoi disparaissait-elle chaque samedi? Pourquoi les bâtisses semblaient-elles se construire du jour au lendemain, comme si des mains invisibles travaillaient dans l'ombre? La trahison un soir, poussé par la curiosité et l'envie de savoir ce que sa femme lui cachait, Raymondin violait la promesse sacrée. Il la suivit en secret jusqu'à sa chambre privée, là où personne n'était jamais autorisé à entrer. Ce qu'il y découvrit aurait glacé le sang de n'importe quel homme. Sous la lumière pâle des chandelles, Mélusine était là, à moitié plongée dans une grande cuve de pierre remplie d'eau claire. Mais ce n'était pas son corps de femme qu'il connaissait, à partir de la taille, sa peau devenait écailleuse, et ses jambes s'étaient transformées en une longue queue de serpent argenté, sinuant dans l'eau comme un prédateur paisible. Elle chantonnait un air triste et ancien, comme si elle sentait que la fin approchait. Raymondin, figé par la peur et l'horreur, ne put s'empêcher de laisser échapper un cri. Mélusine, trahie et désespérée, réalisa qu'il avait découvert son secret interdit. Elle se redressa hors de l'eau, le regard empli de douleur et de rage, et poussa un hurlement déchirant, un cri qu'on dit avoir résonné dans toute la vallée de Lusignan. La malédiction était scellée. Elle savait qu'elle ne pourrait plus jamais rester parmi les humains. La disparition sous les yeux horrifiés de Raymondin, elle se transforma entièrement, sa longue queue devenant des ailes sombres et luisantes, semblables à celles d'un dragon. On raconte qu'elle s'envola dans la nuit froide, laissant derrière elle un vent glacial qui éteignit toutes les torchées du château. Mais avant de disparaître à jamais, elle plongea dans le puits le plus profond du château de Lusignan, comme pour rejoindre les eaux sombres qui l'avaient liée à la terre. Ce puits, autrefois banal, devint un lieu interdit, silencieux et inquiétant, où même les plus courageux n'osaient plus s'approcher. Encore aujourd'hui, certains habitants de Lusignan affirment que le puits existe toujours, enfoui dans les ruines oubliées du château. Par les nuits de pleine lune, lorsque le vent souffle fort sur la vallée, des murmures lointains semblent monter du fond du puits. Ceux qui se sont approchés jurent avoir entendu une voix féminine, triste et mélancolique,
chantant la même mélodie ancienne que Mélusine fredonnait dans sa cuve de pierre. D'autres racontent que son visage pâle et magnifique apparaît brièvement à la surface de l'eau avant de disparaître dans les ténèbres. Les légendes disent que Mélusine ne repose jamais vraiment. Elle erre toujours, prisonnière de sa malédiction, attendant qu'un jour quelqu'un brise sa trahison, ou la rejoigne dans les profondeurs du puits de Lusignan. Une après-midi d'automne, alors que le soleil déclinait doucement et que les feuilles mortes tapissaient le sol, je suis parti me promener avec mon chien Buck, un vieux labrador fidèle, dans une forêt du Québec. J'aimais particulièrement ces sorties loin des sentiers battus, là où la nature reprenait ses droits, sauvage et silencieuse. L'air était frais, chargé de l'odeur de terre humide et de bois pourrissant. Après une bonne heure de marche, je suis tombé sur un ancien chemin presque effacé par le temps. Les ronces et les fougères en obstruaient une partie, mais une sorte d'instinct curieux m'a poussé à le suivre. Buck semblait nerveux, ses oreilles remuant à chaque bruit de la forêt. Il restait près de moi, ce qui était inhabituel pour lui, d'ordinaire si explorateur. Le sentier serpentait entre les arbres et débouchait sur une clairière que je n'avais encore jamais vue. J'y ai découvert une petite ville abandonnée, figée dans un autre temps. Les vieilles maisons en bois aux façades colorées et aux fenêtres cassées se dressaient dans un silence absolu. Certaines avaient encore des enseignes effacées où l'on devinait les mots épicerie, boulangerie et pharmacie. Des jouets rouillés traînaient dans la cour d'une maison, et un vieux vélo à moitié enseveli sous les feuilles semblait attendre son propriétaire. Un épais tapis de mousse avait envahi les porches et les escaliers de bois, renforçant cette impression que le temps s'était arrêté. Je suis entré dans plusieurs maisons, où la poussière formait des couches épaisses sur les meubles. Des assiettes étaient encore posées sur certaines tables, comme si les habitants avaient disparu en pleine action. Chaque pas faisait craquer le plancher sous mes pieds. Buck refusait de s'aventurer à l'intérieur et restait immobile devant chaque seuil, la truffe frémissante. Au bout du chemin principal, à moitié dissimulé par des arbres morts, j'ai aperçu une vieille cabane en bois sombre. Son allure menaçante ne m'a pas arrêté. La porte était grande ouverte et oscillait lentement au gré du vent froid qui s'était levé. L'intérieur était plongé dans l'ombre, mais je pouvais distinguer un vieux mobilier renversé et des gravures à moitié effacées sur les murs. En avançant prudemment, j'ai remarqué un ancien puits de pierre au centre de la pièce principale. Son rebord était couvert de mousse et de lichen, et des chaînes rouillées pendaient sur le côté, vestiges d'un mécanisme ancien. Une odeur de pourriture montait de l'ouverture. L'endroit semblait aspirer toute la lumière environnante, et l'air y était glacial. Je me suis approché, poussé par une sorte de fascination morbide. Lorsque j'ai penché la tête pour regarder à l'intérieur, l'obscurité semblait infinie. L'eau au fond était stagnante, épaisse, noire comme l'encre. Soudain, 2 points lumineux sont apparus au fond. J'ai figé mon regard, incapable de détourner les yeux. Sortant mon téléphone, j'ai allumé la lampe torche et l'ai pointée dans le puits pour mieux voir. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. 2 yeux énormes, vitreux et fixes, reflétaient la lumière de ma torche. C'étaient des yeux de vache. Ils semblaient flotter dans l'eau noire, accompagnés par une masse informe qui ressemblait à une tête animale à moitié submergée. Les orbites étaient immobiles, figées dans une expression grotesque, comme figées dans la mort. Le dégoût et la peur m'ont pris à la gorge. La scène semblait irréelle, sortie d'un cauchemar. L'odeur putride était insupportable. J'ai reculé précipitamment, pris d'un haut le cœur, et j'ai trébuché sur quelque chose de dur. En regardant autour de moi, j'ai remarqué des ossements dispersés tout autour du puits et de la cabane. Certains semblaient être des os d'animaux, d'autres trop grands et trop humains pour que cela soit rassurant. Des éclaboussures brunâtres étaient visibles sur les murs de bois, des marques anciennes de sang séché qui racontaient une histoire de violence. Buck se mit soudain à grogner, un son rauque et menaçant que je ne lui connaissais pas. Son regard fixait quelque chose derrière moi, immobile, dans l'ombre de la forêt. Je me suis retourné lentement, le cœur battant à tout rompre. Une silhouette floue semblait se tenir près de la lisière des arbres, presque indiscernable dans la pénombre tombante. Un froid mordant s'est abattu sur moi alors que Buck reculait lentement, les crocs découverts. Je n'ai pas cherché à comprendre davantage.
J'ai saisi la laisse de Buck et nous avons couru, le souffle court, le bruit de mes pas résonnant dans cette forêt devenue hostile. Le crépuscule tombait vite, rendant les sentiers encore plus difficiles à distinguer. Je ne me suis arrêté qu'une fois sorti de cette maudite clairière, la respiration haletante et les jambes tremblantes. Je suis guide local au Sable d'Olonne, et l'un de mes endroits préférés à faire découvrir aux visiteurs, c'est sans aucun doute le mystérieux Puy d'Enfer. Chaque fois que j'accompagne un groupe, je les emmène sur ce site fascinant, une faille rocheuse déchirée par les vagues, où la mer se fracasse avec une telle violence qu'elle semble hurler sa colère. C'est un lieu à l'atmosphère envoûtante, où la légende et la réalité se confondent. Lorsque nous arrivons sur les falaises abruptes, j'aime m'arrêter juste au bord de cette ouverture béante. Le vent marin souffle fort, et le rugissement des vagues qui s'engouffrent dans la faille ressemble presque à un cri humain. C'est là que je commence mon récit, prenant une voix plus grave et mystérieuse, comme si le vent lui-même murmurait l'histoire ancienne. On raconte que le Puy d'Enfer est né d'un combat titanesque entre le bien et le mal. Selon la légende, il y a bien longtemps, un chevalier courageux vivait dans cette région. Fidèle à sa foi et à son honneur, il avait juré de défendre son domaine contre toutes les forces obscures. Mais un jour, un riche seigneur étranger, enveloppé de mystère, s'installa dans la région. Son château noir se dressait non loin des falaises. Personne ne connaissait vraiment cet homme, mais là où il passait, les récoltes se fanaient, le bétail tombait malade, et les gens disparaissaient sans laisser de traces. Certains disaient que c'était le diable en personne, déguisé en seigneur terrifiant. Une nuit d'orage, la mer était déchaînée et le ciel déchiré par les éclairs. Le chevalier, alerté par les prières désespérées des villageois, décida d'affronter le sinistre seigneur. Il se rendit seul sur les falaises où il trouva l'homme vêtu de noir, l'attendant avec un sourire glacial. Le combat fut féroce. Le chevalier combattait avec son épée bénite, chaque coup illuminant les ténèbres comme un éclair céleste. Mais l'homme maléfique était puissant, et chaque fois que son pied frappait le sol, les falaises se fissuraient sous l'impact. Les légendes disent que le combat dura toute la nuit, jusqu'à ce qu'un dernier coup d'épée, porté par le chevalier avec toute la force de sa foi, frappe son ennemi en plein cœur. Blessé mortellement, le seigneur maléfique tomba en arrière, et là où son corps frappa la terre, une gigantesque faille s'ouvrit, laissant la mer dévorer la roche dans un rugissement infernal. Le diable fut englouti, mais avant de disparaître, il aurait maudit l'endroit, promettant de hanter les lieux à jamais. À ce moment de mon récit, je marque toujours une pause pour laisser le bruit des vagues et le vent faire leur œuvre sur l'imagination des visiteurs. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Une autre légende, plus récente, s'est ajoutée à ce lieu déjà chargé de mystère. On parle de la malle sanglante. Selon certains, au XIXe siècle, un riche commerçant aurait tué sa femme par jalousie, croyant qu'elle le trompait. Pour cacher le crime, il enferma son corps dans une lourde malle de voyage et la jeta dans le Puy d'Enfer. Mais les eaux ne voulurent pas de ce fardeau maudit. Pendant des jours, la mer rejeta la malle, la ramenant sans cesse sur le rivage, comme pour dénoncer l'acte terrible. Pris de panique, le commerçant sombra dans la folie avant de disparaître lui aussi, avalé par la mer en furie, condamné à errer pour l'éternité. Chaque fois que je termine cette histoire, je vois les visages captivés, certains frissonnant malgré le soleil. Le Puy d'Enfer est plus qu'un lieu naturel, c'est une faille entre le monde visible et l'invisible, un endroit où la nature et le surnaturel semblent encore se disputer leur territoire. C'était un matin brumeux de novembre, et j'arpentais les rues de Toulouse, enveloppé dans un manteau chaud. J'aimais ces jours où la ville semblait émerger d'un rêve ancien, ces bâtiments de briques roses embrassés par une lumière pâle. Mes pas me portèrent naturellement vers la basilique Saint-Saint-Cernin, ce monument imposant dont les murs racontent l'histoire millénaire de ma ville. Je flânais sans but précis, fasciné par l'architecture majestueuse de l'édifice. Les arcs romans, les sculptures détaillées. Chaque pierre semblait contenir un fragment du passé. C'est alors que mon regard fut attiré par un recoin discret, à l'ombre d'un vieux mur couvert de lierre. Là, dissimulé derrière une grille de fer rouillé, se trouvait un puits oublié. Je m'approchai, intrigué.
Le puits était ancien, ses pierres usées par le temps, recouvertes de mousse et de lichen. Une sensation étrange m'envahit, un mélange d'excitation et d'appréhension, comme si cet endroit portait encore les échos d'une histoire sombre. J'essayais d'imaginer à quoi il servait, pourquoi il était là, caché des regards. Plus tard, incapable de chasser l'image de ce puits de mon esprit, je décidai de faire des recherches. Les archives municipales et quelques vieux livres sur l'histoire de Toulouse mentionnaient effectivement un puits de Saint-Saturnin. C'est en recoupant ces sources que l'histoire tragique de Saint-Saturnin prit forme sous mes yeux. Au IIIe siècle, Toulouse était encore un bastion de croyances païennes. Saint-Saturnin, connu aussi sous le nom de Saint-Saturnin, était le premier évêque de la ville, un homme de foi déterminé et inflexible. Il prêchait le christianisme avec un tel zèle que ses paroles troublèrent les prêtres romains du temple de Jupiter, situé sur la colline du Capitole. Selon eux, l'influence du saint empêchait leur dieu de s'exprimer, et les oracles restaient silencieux. Un jour, alors qu'il traversait la place du temple, saint Saturnin fut arrêté par les prêtres. On lui ordonna d'offrir un sacrifice à Jupiter pour rétablir l'ordre spirituel. Il refusa catégoriquement, affirmant que son seul maître était le Dieu unique. Ce refus déclencha la colère des autorités païennes. Pour le punir, ils mirent en place une exécution aussi cruelle que symbolique. Ils attachèrent les chevilles de saint Saturnin à un taureau sauvage destiné au sacrifice et lâchèrent l'animal dans les rues pavées de Toulouse. L'issue fut effroyable. Le saint homme fut traîné sur des centaines de mètres, son corps frappé contre les pavés, son sang éclaboussant les murs. Finalement, son cadavre, méconnaissable, fut abandonné à l'endroit même où l'on érigea plus tard la basilique Saint-Saturnin, son sanctuaire éternel. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'une légende plus obscure circule encore parmi les habitants les plus anciens. Certains prétendent que son corps ne fut pas laissé sur la place. Pour effacer toute trace de leur crime et empêcher ses disciples de récupérer ses restes, les prêtres païens auraient jeté le corps martyrisé dans ce puits profond et glacial. Le même puits sur lequel mon regard s'était arrêté ce matin-là. Il y a quelques mois, ma sœur a découvert quelque chose de profondément troublant sous sa maison. Tout a commencé lorsqu'elle a décidé de rénover son sous-sol, un espace ancien et délabré qu'elle n'avait jamais pris le temps d'explorer en détail. Pendant les travaux, les ouvriers sont tombés sur une structure en pierre sous les vieilles dalles de béton. Ils ont creusé et, à leur grande surprise, ils ont trouvé un vieux puits. Ces pierres étaient rongées par le temps et la mousse, et son ouverture était scellée par une sorte de couvercle en bois pourri cloué de façon maladroite. La découverte en elle-même était étrange, mais ma sœur n'a pas paniqué. Elle s'est contentée de plaisanter en disant qu'elle avait maintenant un « trésor historique » dans sa cave. Pourtant, dès ce jour, quelque chose dans sa maison a changé. L'air semblait plus lourd, comme chargé d'électricité. Elle m'a confié qu'elle entendait parfois des bruits venant du sous-sol tard dans la nuit, des murmures étouffés qui semblaient provenir de l'intérieur du puits. Elle disait que cela devait être des animaux coincés ou des courants d'air créant des échos. Un soir, elle m'a demandé de venir passer la nuit chez elle. Elle ne voulait pas l'admettre, mais je voyais qu'elle était inquiète. J'ai accepté, même si je n'étais pas à l'aise avec cette idée. Je n'aimais déjà pas rester chez elle, surtout depuis cette découverte. La maison avait une atmosphère étrange, comme si quelque chose d'invisible nous observait. Nous avons dîné ensemble et passé la soirée à discuter dans le salon. Tout était calme, rien d'anormal. Vers minuit, alors que nous nous apprêtions à aller nous coucher, un bruit distinct a résonné. C'était un éclat liquide, comme si quelque chose tombait dans de l'eau stagnante. C'était clair, précis et indéniable. Nous nous sommes regardés, figés sur place. Ma sœur a murmuré que ce devait être une canalisation qui fuyait, mais le bruit était trop net, trop organique. C'était comme si quelque chose remuait dans l'eau, en profondeur. Sauf que le puits était censé être sec. C'est ce que les ouvriers lui avaient dit en inspectant les lieux après sa découverte. L'humidité n'y était pas revenue depuis des décennies. Alors que nous retenions notre souffle, un autre son a émergé. C'était un murmure, lointain mais chargé d'une étrange intensité. C'était comme une voix humaine, bien que les mots soient incompréhensibles.
La tonalité oscillait entre le désespoir et la colère, comme si quelqu'un appelait à l'aide ou maudissait ceux qui l'entendaient. Ma sœur a blêmi, incapable de prononcer un mot. J'ai attrapé mon téléphone et menacé d'appeler quelqu'un pour venir inspecter le sous-sol immédiatement. Elle a refusé, disant que cela ne pouvait être que des animaux ou une mauvaise résonance. Mais au fond d'elle, je savais qu'elle avait peur. Quelques jours plus tard, ne supportant plus cette ambiance oppressante, elle a finalement contacté des experts pour examiner le puits plus en détail. Quand ils sont descendus dans le sous-sol, ils ont constaté que le puits était bel et bien sec, exactement comme les ouvriers l'avaient rapporté auparavant. Il n'y avait aucune trace d'eau, aucun signe d'humidité récente. Mais leur découverte ne s'est pas arrêtée là. En creusant un peu plus autour du puits, ils sont tombés sur quelque chose d'encore plus dérangeant. Enterrés sous la terre desséchée, ils ont trouvé des croix chrétiennes, un nombre hallucinant. Il y en avait au moins 20, toutes différentes, de taille et de matériaux variés. Certaines étaient de simples morceaux de bois grossièrement taillés, d'autres étaient en métal rouillé, ornés de gravures énigmatiques et de symboles que personne n'a pu identifier. Certaines croix étaient brisées, comme si elles avaient été jetées là sans ménagement. Personne n'a su expliquer pourquoi elles étaient là ni ce qu'elles signifiaient. Les experts sont repartis après leur inspection, visiblement perturbés par ce qu'ils avaient vu. L'un d'eux a même murmuré en partant que ce n'était pas la première fois qu'il voyait ce genre de puits, mais il a refusé d'en dire plus. Depuis cette découverte, ma sœur évite de descendre au sous-sol. Elle a fait poser une porte renforcée et garde la clé loin de la maison, juste au cas où. Elle ne parle jamais de ce qu'il s'est passé cette nuit-là, mais je sais qu'elle n'a jamais oublié ses murmures ni ses éclaboussures impossibles. Quant à moi, je ne suis jamais retourné chez elle. Je préfère rester à distance, et surtout, je refuse de penser à ce qui pourrait encore se cacher dans l'obscurité de ce puits oublié. Lors de mon voyage en Australie, j'ai découvert l'étrange histoire de la Maison des Secrets, une ancienne demeure perdue dans la forêt, à des kilomètres du village le plus proche. La maison est connue pour son atmosphère oppressante et son mystérieux puits de pierre, un endroit chargé de légendes sombres et de secrets enfouis. L'histoire remonte au début des années 1900, lorsqu'un riche industriel du nom d'Edgar Hartwell fit construire cette maison pour sa famille. Les Hartwell vivaient en reclus, refusant tout contact avec les habitants du village voisin. On disait qu'Edgar était un homme austère, à la personnalité trouble, obsédé par des recherches occultes. Sa femme, Margaret, était souvent aperçue à l'une des fenêtres du deuxième étage, immobile, le regard fixé sur la forêt environnante. Le couple avait 2 enfants, des jumeaux nommés Elisa et Thomas, dont la présence semblait à peine réelle tant ils étaient rarement vus à l'extérieur. Le puits de la maison était d'abord une simple réserve d'eau, creusée profondément dans le sol rocheux. Cependant, après quelques années, il fut abandonné sans explication. Les ouvriers qui travaillaient à l'entretien de la maison prétendaient entendre des bruits inhabituels provenant du puits, des sons qu'ils décrivaient comme des murmures ou des soupirs lointains. Pris de peur, beaucoup refusèrent de continuer leur travail, et les Hartwell finirent par se séparer de leur personnel. Puis, en 1922, la famille Hartwell disparut sans laisser de traces. Aucun avis de départ, aucun signe de lutte. La maison fut retrouvée vide, les meubles recouverts de poussière, la nourriture encore posée sur la table de la cuisine. La seule chose étrange notée par les enquêteurs était l'état du puits, son ouverture était scellée par de lourdes pierres cimentées, comme si quelqu'un avait voulu empêcher quelque chose d'en sortir. Des années plus tard, dans les années 1940, un groupe de chasseurs tomba par hasard sur la maison abandonnée. Intrigués par l'aura sinistre du lieu, ils décidèrent d'explorer les environs et découvrir le puits scellé. Animés par la curiosité, ils brisèrent les pierres qui bloquaient l'ouverture. À l'intérieur, ils trouvèrent un mélange effrayant d'objets, des bijoux anciens, des montres arrêtées, des chaussures usées, et même des photographies jaunies représentant des visages inconnus. Tous ces objets furent identifiés comme appartenant à des personnes portées disparues dans les environs entre 1910 et 1920. Les autorités furent alertées et une enquête fut ouverte. Des fouilles approfondies furent menées, mais aucun corps ne fut jamais retrouvé, seulement davantage d'objets personnels, souvent abîmés et couverts de boue. Les enquêteurs furent frappés par un détail troublant,
certains des objets semblaient beaucoup trop récents pour correspondre aux disparitions signalées à l'époque. C'était comme si le puits continuait à recevoir de nouvelles offrandes, longtemps après la disparition de la famille Hartwell. Des rumeurs commencèrent à circuler dans le village voisin. Certains affirmaient que le puits était une sorte de portail vers un autre monde, un lieu où les âmes perdues étaient attirées et piégées. D'autres racontaient que les Hartwell eux-mêmes y avaient été sacrifiés dans un rituel sombre, destiné à maintenir scellé un mal ancien. Les rares aventuriers et chasseurs de fantômes qui se sont approchés de la maison des secrets au fil des ans ont rapporté des expériences terrifiantes. Plusieurs d'entre eux affirment avoir entendu des voix appelant à l'aide ou avoir ressenti une force invisible les repoussant lorsqu'ils tentaient de s'approcher du puits. Une légende locale raconte que si quelqu'un y jette un objet précieux, il pourra voir son souhait exaucé, mais à un coût terrible. Le puits de Jacob, au Texas, est l'un des endroits les plus mystérieux et dangereux dont j'ai jamais entendu parler. C'est une source naturelle d'eau cristalline, nichée dans les collines de la vallée de Wimberley. L'eau y est si claire qu'on peut voir jusqu'à 10 mètres de profondeur, comme si on regardait à travers du verre. Mais sous sa surface paisible se cache un labyrinthe mortel de tunnels sous-marins qui a coûté la vie à plusieurs plongeurs expérimentés au fil des années. Les locaux racontent que le puits de Jacob est un lieu sacré pour les peuples autochtones, un portail vers un autre monde. On dit que l'eau est hypnotique, attirant ceux qui s'en approchent comme un appel silencieux. Quiconque ose explorer ces entrailles aquatiques doit faire face à 4 cavernes inondées et dangereuses. Si la première est relativement accessible aux nageurs expérimentés, les 3 suivantes sont un piège mortel, rempli de tunnels étroits, de passages trompeurs et d'obscurité totale. Ceux qui s'y aventurent savent qu'ils jouent avec la mort. Je n'ai jamais aimé ce genre d'endroit. L'idée de plonger dans un gouffre aquatique sans fond visible me terrifie. Mais certains de mes amis du lycée étaient des amateurs de sensations fortes, toujours à la recherche d'une nouvelle aventure extrême. C'est là qu'entre en scène l'un de mes amis d'enfance, quelqu'un de proche, avec qui j'avais partagé tant de souvenirs, jusqu'à cette journée tragique où il n'est jamais revenu. C'était un été particulièrement chaud, et mes amis avaient décidé de se rendre au puits de Jacob pour nager et plonger. Je me souviens encore de ce moment où ils m'ont invité. J'ai refusé sans hésiter, inventant une excuse bidon sur des projets familiaux. En vérité, l'idée même de ce puits m'angoissait. Je connaissais les histoires. J'avais vu les vidéos de plongeurs et lu des articles sur les morts précédentes. Quelque chose dans cet endroit me semblait mauvais, comme s'il attendait patiemment sa prochaine victime. Ce jour-là, ils sont partis à 4, tout excités, prêts à faire des plongeons spectaculaires et à explorer les recoins du puits. Mon ami en particulier était le plus enthousiaste. C'était un excellent nageur, confiant, téméraire même. Il aimait les défis et détestait montrer la moindre peur. Ce fut sa plus grande erreur. D'après ce qu'on m'a raconté plus tard, tout allait bien au début. Il plongeait dans l'eau claire, éclaboussant et riant. Mon ami avait décidé de descendre plus profondément, de nager jusqu'à l'entrée de la 2e caverne, une zone que même les plongeurs expérimentés évitent à cause de ses passages étroits et de son absence de visibilité. C'était un défi, un pari insensé qu'il voulait relever. Il a pris une grande respiration et a disparu sous la surface. Ses amis ont attendu, pensant qu'il remonterait rapidement. 1 minute a passé. Puis 2. Au bout de 3 minutes, l'inquiétude a commencé à s'installer. Ils ont plongé à leur tour, cherchant désespérément dans les eaux sombres, mais l'eau, si claire en surface, devenait vite trouble à mesure qu'ils approchaient des profondeurs. C'est un plongeur professionnel, présent par hasard ce jour-là, qui a finalement été alerté et s'est lancé dans une recherche frénétique. Il est descendu plus bas que quiconque, explorant les tunnels étroits de la 2e caverne. Il a raconté plus tard qu'il avait vu des traces de griffures sur certaines parois rocheuses, comme si quelqu'un avait essayé de s'agripper dans un moment de panique désespérée. Ils ont retrouvé son corps 2 jours plus tard, coincé dans un passage étroit où il s'était probablement désorienté. Son réservoir d'air était vide. Les secouristes ont expliqué qu'il avait dû perdre son chemin, piégé dans le dédale de tunnels sous-marins où Oeba n'existe plus, où l'oxygène s'épuise en quelques minutes, et où le silence règne en maître. Je n'ai jamais pu me résoudre à retourner au puits de Jacob, même en tant que simple spectateur.
Chaque fois que je vois des vidéos de cet endroit, chaque fois que quelqu'un me demande si je le connais, je ressens un nœud dans l'estomac. C'est comme si le puits lui-même attendait encore, prêt à piéger les imprudents qui pensent pouvoir défier ses profondeurs. Je me souviens parfaitement du jour où l'histoire du puits du meurtre de Larnaca a éclaté aux infos. C'était une soirée tranquille, une de ces nuits où rien d'inhabituel ne semble pouvoir se produire. Je venais de rentrer du travail et j'étais assis dans mon salon, zappant sans trop faire attention. Puis le journal télévisé a commencé avec un flash spécial qui a instantanément attiré mon attention. L'image montrait un vieux puits de pierre, rongé par la rouille et enveloppé de rubans de sécurité jaune. Des policiers en uniforme parlaient avec des enquêteurs en civil, leurs visages marqués par une gravité inquiétante. Je ne savais pas encore que cette scène allait hanter mes pensées pendant des années. Je connais bien la région de Larnaca, je vis à une vingtaine de kilomètres de là, dans un petit village calme où les nouvelles circulent rapidement, mais ce soir-là, personne n'était préparé à ce qu'on allait découvrir. Le présentateur parlait d'une découverte macabre dans une ancienne carrière abandonnée près de Mitsero, à l'écart des routes principales. Un couple de randonneurs avait exploré la zone et était tombé sur ce puits oublié au milieu des rochers et des buissons épineux. En s'approchant, ils avaient senti une odeur insoutenable et, poussés par une sombre curiosité, avaient alerté les autorités. Les premières informations étaient vagues, mais on comprenait déjà que quelque chose d'horrible s'était passé. Les policiers avaient découvert un corps flottant dans les eaux stagnantes du puits. C'était celui d'une femme, ligotée et enfermée dans une sorte de sac. Le ton du reportage s'assombrit davantage lorsque le présentateur annonça que la police suspectait un acte criminel délibéré. Je me souviens avoir ressenti un frisson glacial parcourir ma colonne vertébrale. Je pensais que cela s'arrêterait là, que c'était peut-être le corps d'une victime d'un crime isolé. Mais les jours qui ont suivi ont prouvé que l'histoire était bien plus sinistre. Les plongeurs envoyés inspecter le puits ont trouvé un deuxième corps. Puis un troisième. Chaque fois qu'ils descendaient dans cette eau noire et opaque, c'était comme si le puits lui-même refusait de livrer ses secrets. L'atmosphère était suffocante même à travers l'écran de télévision. Le plus terrifiant, c'était la description de l'endroit. Le puits était étroit, ses parois couvertes de mousse et de crasse, comme s'il avait été oublié depuis des décennies. L'eau stagnante était si sombre qu'elle ressemblait à un gouffre sans fond. Les enquêteurs parlaient de l'odeur nauséabonde qui montait du fond chaque fois qu'ils soulevaient le couvercle rouillé. Ils ont dû utiliser une grue pour extraire les corps, un à un, des sacs où ils étaient enfermés. L'horreur était inimaginable. Puis l'identité des victimes a été révélée. Des femmes immigrées venues à Chypre pour travailler, disparaissant mystérieusement sans que personne ne s'en inquiète vraiment. Elles avaient été piégées, assassinées et jetées dans ce puits comme de simples objets. Des mères, des filles, des sœurs dont les familles attendaient encore des nouvelles depuis des années. La liste des victimes continuait de s'allonger au fur et à mesure que les plongeurs exploraient les profondeurs sinistres du puits. Le coup de grâce est venu quand ils ont annoncé l'arrestation du tueur. C'était un homme que personne n'aurait soupçonné. Poli, professionnel, bien intégré dans la société. Un homme à l'apparence banale, avec un métier stable et une vie de famille normale. Il n'était pas un étranger mystérieux, mais quelqu'un que vous auriez pu croiser dans la rue sans jamais vous méfier. L'idée que cet homme avait pu vivre parmi nous tout ce temps, menant une double vie monstrueuse, était plus effrayante que tout. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à toutes ces fois où j'avais passé la région de Mitsero en voiture sans me douter de ce qui se trouvait là, enterré sous mes pieds. Le puits n'était plus un simple lieu oublié, c'était une tombe collective, un symbole d'horreur pure. Même aujourd'hui, je ne peux pas regarder cette partie de la région sans ressentir un profond malaise. Certains disent que le puits a été scellé après la fin de l'enquête, d'autres prétendent qu'il a été béni par des prêtres dans un rituel pour libérer les âmes perdues. Mais cela n'efface pas les souvenirs de ce qu'il a contenu, ni les histoires qui y sont associées. Lors de ma visite à la maison Winchester en Californie, on m'a raconté une histoire fascinante à propos du fameux puits sec. La guide nous a conduits dans l'une des pièces sombres du sous-sol, où se trouvait l'ouverture béante du puits. C'était un trou profond, creusé dans la roche,
aujourd'hui asséché, mais autrefois utilisé pour jeter des débris de construction et, selon les légendes locales, quelque chose de bien plus sinistre. Elle nous a expliqué que Sarah Winchester, la propriétaire de cette étrange demeure labyrinthique, croyait être poursuivie par les esprits des personnes tuées par les fusils Winchester. Pour apaiser ses âmes tourmentées, elle consultait des médiums et suivait leurs conseils pour ajouter des pièces, des escaliers sans fin, et des portes menant nulle part. Le puits sec, cependant, avait une réputation différente. On dit que Sarah y aurait pratiqué des rituels occultes pour piéger les esprits les plus dangereux. Une nuit, un ouvrier aurait affirmé avoir entendu des murmures glaciales provenant du fond du puits, appelant son nom. Pris de panique, il aurait quitté la maison à jamais. Une autre légende parle d'un enquêteur paranormal qui aurait visité la maison dans les années 1930. Sceptique, il s'était moqué des histoires de fantômes jusqu'à ce qu'il voie une silhouette pâle, sans visage, grimper lentement les parois du puits pendant qu'il observait l'obscurité. Terrifié, il serait parti en hurlant. Certains disent que le puits agit comme une porte vers un autre monde, attirant les âmes perdues et les emprisonnant dans son abîme sans fin. Il est interdit de s'en approcher aujourd'hui, non pas par crainte d'une chute, mais pour éviter d'éveiller ceux qui pourraient encore dormir au fond. Il y a plus de 40 ans, quand j'habitais encore en Tunisie et que je n'étais qu'un enfant débile, insouciant et aventureux, je me rappelle clairement ce qui est arrivé dans notre village. C'était une petite bourgade isolée, perdue entre les collines arides et les oliveraies poussiéreuses. Le genre d'endroit où le temps semblait s'être arrêté, où les vieilles légendes se murmuraient encore au coin du feu et où les superstitions guidaient bien des décisions. Tout a commencé au début de l'été. Des ouvriers agricoles labouraient un champ proche du village lorsqu'ils ont découvert un vieux puits scellé par de lourdes pierres noircies par le temps. Il était caché sous un amoncellement de broussailles et de pierres tombées, comme si la terre elle-même avait voulu l'oublier. Les anciens du village, alertés par la nouvelle, sont venus en boitant sur leurs vieilles jambes noueuses pour observer cette relique du passé. Mon grand-père était parmi eux. Je me souviens encore de son visage inquiet alors qu'il regardait fixement le puits, ses lèvres remuant sans bruit comme s'il récitait une prière silencieuse. L'un des vieux du village, un ancien conteur respecté nommé Siasen, avait le teint blême. Il affirma d'une voix tremblante que ce puits était un puits maudit, condamné depuis plus de 200 ans après qu'un sorcier local y aurait enfermé des djinns malfaisants pour sauver le village d'une malédiction ancestrale. Les ouvriers, peu enclins à croire aux vieilles légendes, ont décidé de retirer les pierres scellant l'ouverture malgré les avertissements des anciens. Le maire, plus soucieux du coût des travaux que des croyances locales, leur a donné son aval. Sous le soleil brûlant, les pierres ont été délogées une à une, révélant enfin la gueule béante et obscure du puits. Une odeur de soufre et de terre moite s'en échappa, suffocante, comme si quelque chose d'ancien et de maléfique exhalait son premier souffle après un long sommeil. Cette nuit-là, tout a changé. Le vent chaud du désert s'est levé, plus fort que jamais, hurlant à travers les ruelles comme un esprit furieux. Les animaux de la ferme sont devenus fous. Les moutons bêlaient sans raison, les chiens aboyaient vers le vide, et les chats, pourtant si rusés, fuyaient vers les collines en hurlant comme des enfants effrayés. Au petit matin, le premier malheur est tombé. Le fils de Siasen a été retrouvé sans vie près du puits, le corps tordu dans une posture impossible, la bouche ouverte dans un cri figé. Ses yeux étaient complètement noirs, vides de toute lumière. La rumeur courut vite, il était descendu par curiosité dans le puits en pleine nuit et les djinns l'avaient pris. Les jours suivants, les tragédies se sont enchaînées. Un incendie mystérieux a ravagé plusieurs maisons proches de la place du village, bien qu'il n'y ait eu aucun feu visible. Des récoltes entières ont été détruites, fanées en une nuit sous un ciel clair. Des bruits étranges, des murmures incompréhensibles, montaient du puits après le coucher du soleil. Certains disaient entendre des pleurs d'enfants, d'autres juraient avoir vu des ombres rampantes rôder autour de leur maison. Un soir, alors que la lune était cachée derrière un épais voile de nuages, mon grand-père m'a saisi par le bras et m'a ordonné de ne jamais approcher ce puits, peu importe ce qui pourrait arriver. Ils sont sortis, m'a-t-il dit d'une voix rauque. Et ils ne reviendront jamais d'eux-mêmes. Les hommes du village, pris de panique, décidèrent de condamner le puits une nouvelle fois. Ils y jetèrent des pierres, des amulettes bénies,
et sacrifièrent même un bélier noir selon d'anciens rites oubliés. Mais rien n'y fit. Chaque matin, les pierres avaient été repoussées, éparpillées autour du puits comme par des mains invisibles. Le puits refusait d'être scellé. Une nuit, je fus réveillé par un bruit de grattement contre notre porte en bois. Je pensais que c'était un chat errant, mais quand je me suis approché, j'ai vu une main décharnée et noire, aux doigts longs et tordus, gratter lentement la porte, comme pour s'annoncer. J'ai hurlé de terreur. Mon grand-père est arrivé en courant, tenant un vieux fusil et récitant des versets du Coran à voix haute. La main disparut avant même qu'il n'ouvre la porte. Après cette nuit, nous avons fui le village. Beaucoup d'autres familles ont fait de même, laissant derrière elles leurs maisons, leurs biens et leurs souvenirs. Le village est devenu une ville fantôme en quelques mois. Parmi toutes les histoires effrayantes que j'ai entendues enfant, il y en a une qui m'a toujours hanté, celle du puits des esclaves. Ce n'était pas un simple conte inventé pour faire peur aux enfants, c'était une part sombre de notre histoire, une cicatrice que la terre elle-même semble garder en mémoire. Mes grands-parents vivaient dans une vieille maison entourée de champs de canne à sucre, à la lisière d'une forêt dense. C'était un endroit où la nature semblait vivante, pleine de secrets. Dès mon plus jeune âge, il m'avait averti de ne jamais m'aventurer trop profondément dans les bois. Il y a des endroits où même la lumière du soleil refuse d'aller, me disait mon grand-père avec un sérieux glaçant. C'est lui qui m'a raconté pour la première fois l'histoire du puits des esclaves. Selon la légende, à l'époque coloniale, des centaines d'esclaves vivaient et travaillaient dans les plantations alentours, sous le joug impitoyable de leur maître. Certains, accablés par les souffrances, rêvaient de liberté et tentaient de fuir, bravant la forêt sauvage et les montagnes volcaniques. Mais peu y parvenaient. Quand un esclave était capturé après une tentative de fuite, son sort était pire que la mort. Les colons les punissaient d'une manière atroce et cruelle. Ils les emmenaient au puits des esclaves, une faille profonde, cachée dans la forêt, dont on disait qu'elle n'avait pas de fond. Attachés, battus et humiliés, ils étaient jetés vivants dans cette gueule de pierre sombre, avalés par l'obscurité et le silence. Mon grand-père racontait que les villageois refusaient de s'approcher du puits, même en plein jour. Il disait que le lieu était maudit, que l'âme des captifs n'avait jamais trouvé le repos. Certains affirmaient que des ombres errantes hantaient les alentours, des silhouettes décharnées aux chaînes invisibles, condamnées à chercher la liberté qu'on leur avait refusée dans la vie. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la façon dont mon grand-père parlait des nuits de tempête. Quand les vents rugissaient à travers les arbres et que les éclairs zébraient le ciel, il disait que le puits des esclaves se réveillait. Des voix lointaines montaient des profondeurs, récitant des prières anciennes dans un créole oublié. « Si tu entends leur appel, ne réponds jamais », m'avait-il averti un soir, le regard grave. Ils cherchent quelqu'un à entraîner avec eux. Je pensais que ce n'était qu'une histoire jusqu'à cette nuit. J'avais 10 ans à l'époque. Une violente tempête s'était levée, secouant la maison comme un navire perdu en mer. Le vent sifflait à travers les persiennes, et la pluie battait les tuiles du toit avec une force presque surnaturelle. Malgré tout, la chaleur suffocante m'empêchait de dormir. Je me levai pour boire un verre d'eau et m'approchai de la fenêtre du salon qui donnait sur la forêt. C'est là que je l'ai entendu. D'abord, ce n'était qu'un murmure faible, presque couvert par le rugissement du vent. Une voix ou plutôt plusieurs voix, lointaines mais étrangement claires. Elles semblaient venir du cœur de la forêt, à travers le rideau d'arbres et de fougères. Des paroles que je ne comprenais pas, entre prières et supplications, pleines de douleur et de désespoir. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. J'étais paralysé, incapable de détourner le regard de la fenêtre, comme hypnotisé par ces murmures. Une sensation glaciale envahit la pièce, comme si l'air lui-même s'était figé. Puis, soudain, un éclair illumina la forêt pendant un instant et dans cette lumière fantomatique, j'ai cru voir une silhouette. Une ombre floue, mince et immobile, me regardant à travers les arbres. Je reculai brusquement, tombant presque à la renverse. Le souffle court, je me précipitai dans ma chambre et me cachai sous mes couvertures, récitant les prières que ma grand-mère m'avait apprises. J'entendais encore les murmures, comme s'ils résonnaient dans mes oreilles, impossible à ignorer. Le lendemain matin, je racontai tout à ma grand-mère.
Elle m'écouta en silence, son visage fermé. Puis elle murmura d'une voix grave. Le puits se souvient. Il appelle ceux qui l'entendent. Tu as eu de la chance cette fois, mais ne l'écoute jamais. Mon oncle adorait raconter des histoires effrayantes lorsque nous campions près de la côte, surtout quand le vent froid soufflait de l'océan et que le bruit des vagues semblait murmurer d'anciens secrets. L'une de ces histoires les plus terrifiantes concernait le puits maudit de San Pedro, en Espagne. Contrairement à ses récits habituels, celui-ci semblait plus sérieux, comme s'il croyait vraiment à ce qu'il racontait. D'après lui, le puits se trouvait dans un vieux village de pêcheurs abandonné sur la côte nord de l'Espagne, à quelques kilomètres de la mer. C'était un endroit isolé, battu par les vents glaciaux de l'Atlantique. L'histoire remontait à plusieurs siècles, à une époque où les tempêtes imprévisibles faisaient de nombreuses victimes parmi les pêcheurs locaux. Selon la légende, le puits était à l'origine une source d'eau douce utilisée par les pêcheurs et leurs familles. Mais après une série de disparitions inexplicables, il devint un lieu de mauvais présage. L'histoire raconte qu'un hiver particulièrement rigoureux, une tempête monstrueuse avait englouti tout un équipage de pêcheurs qui s'étaient aventurés trop loin en mer. Les villageois avaient attendu des jours, espérant voir leur bateau revenir, mais rien. Puis, quelques nuits plus tard, alors que la mer était redevenue calme, une voix lointaine s'était élevée du puits, portée par le vent froid. Certains habitants affirmèrent avoir reconnu les cris des pêcheurs disparus, appelant à l'aide. Terrifiés, ils crurent que leurs âmes étaient prisonnières du puits, piégées entre la mer et le monde des vivants. Une autre nuit, après une nouvelle tempête, les villageois découvrirent des vêtements détrempés et des filets de pêche déchirés près du puits, alors que le port était vide. Pire encore, des empreintes de pieds nus menaient du puits jusqu'à l'ancien quai, mais elles s'arrêtaient net au bord de l'eau, comme si ceux qui les avaient laissés étaient retournés dans l'océan. C'est à partir de ce moment-là que les légendes prirent vie. Certains soirs d'hiver, lorsque le vent souffle fort et que l'air est chargé d'humidité, des silhouettes pâles sont aperçues autour du puits. Des ombres humaines vêtues de vêtements usés, ruisselant d'eau salée, le regard vide, fixant l'horizon avec désespoir. On raconte que ce sont les âmes des pêcheurs noyés, condamnés à errer entre deux mondes, piégés dans un cycle sans fin. Les plus superstitieux affirment que si quelqu'un s'approche trop près du puits lors de ces nuits glaciales, il peut entendre un chant lugubre, un appel étrange et déchirant, semblable au vieux chant des marins perdus en mer. Ceux qui répondent à cet appel ne reviennent jamais. Mon oncle terminait toujours son récit avec cette phrase grave et lente qui me donne encore des frissons. Ils cherchent quelqu'un pour les remplacer. Ils cherchent quelqu'un pour briser la malédiction. Depuis cette histoire, chaque fois que le vent souffle fort par une nuit froide, je ne peux m'empêcher de penser à ce puits oublié, là-bas, sur la côte rocheuse d'Espagne. Parfois, dans le silence de la nuit, j'ai l'impression d'entendre un écho lointain, comme un chant mélancolique porté par le vent, et je me demande si les pêcheurs noyés appellent toujours attendant que quelqu'un réponde. Avec quelques amis, on avait une chaîne YouTube, et on avait toujours été fascinés par les lieux hantés. Notre passe-temps était simple, explorer ces endroits mystérieux, filmer nos aventures et partager les vidéos sur Internet. Mais cette nuit-là, près du puits de la sorcière de Hexham, nous avons découvert quelque chose qui nous a changé à jamais. Tout a commencé par un défi lancé sur notre chaîne. Un abonné nous avait parlé de ce puits caché dans une forêt dense, un lieu associé à des rituels occultes depuis des siècles. Selon la légende, une sorcière aurait été exécutée près de ce puits au XVIe siècle après avoir été accusée de sorcellerie. On dit qu'avant de mourir, elle a maudit l'endroit, promettant que son esprit ne reposerait jamais en paix. Certains affirmaient que des cultes ésotériques y pratiquaient encore des rites sombres à la pleine lune. Intrigués, nous avons décidé d'y aller un soir, équipés de caméras et de lampes puissantes. Après avoir conduit jusqu'à un petit village voisin, nous avons laissé la voiture sur le bord d'une route déserte et avons suivi un vieux sentier à travers la forêt. L'air était glacé malgré l'été, et le silence était presque total, interrompu seulement par le craquement de nos pas sur les feuilles mortes. Après une heure de marche, nous avons finalement trouvé le puits. Il était exactement comme décrit dans les récits, un trou en pierre rongé par la mousse, entouré de pierres gravées de symboles étranges à peine visibles à la lumière de nos torchets.
Une croix brisée était plantée à côté, à moitié ensevelie sous la terre. Alors que nous préparions notre matériel, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Le vent s'était levé et portait une odeur métallique désagréable. C'est à ce moment-là que nous avons entendu des voix au loin. Des murmures profonds et cadencés, presque comme un chant religieux, mais dans une langue inconnue. Éteignant instantanément nos lampes, nous nous sommes dissimulés derrière des buissons épais. Les voix se rapprochaient, rythmées, lentes, chargées de gravité. Une dizaine de personnes sont apparues, portant des robes noires à capuche, leurs visages invisibles dans la pénombre. Ils avançaient en cercle autour du puits, tenant des bougies rouges qui projetaient des ombres inquiétantes sur les arbres déformés. Nous étions paralysés, partagés entre l'horreur et la fascination. Un silence de plomb s'est installé, brisé par un cri soudain, un coq noir, tenu fermement par l'un des membres du groupe. Le silence a été remplacé par un chant guttural, profond, répétitif, comme une incantation ancienne. Le porteur du coq a levé un couteau brillant à la lumière des flammes et, dans un geste rapide et brutal, a tranché la gorge de l'animal. Le sang a coulé sur les pierres du puits. Nous avons failli crier, mais la peur nous a cloués sur place. Le chant s'est intensifié tandis qu'ils plongeaient leurs mains dans le sang et le répandaient sur les pierres gravées autour du puits. Les flammes des bougies vacillaient, mais aucun vent ne semblait souffler. Quelque chose de plus profond, de plus ancien que tout ce que nous pouvions comprendre, semblait se réveiller. À ce moment-là, un des membres du groupe s'est arrêté net, comme s'il avait senti notre présence. Il a lentement tourné la tête dans notre direction, bien que nous soyons parfaitement dissimulés dans l'obscurité. Ses yeux, ou ce que nous avons pris pour ses yeux, semblaient briller d'une lueur pâle et malsaine. Sans un mot, nous avons reculé doucement, essayant de ne pas faire de bruit. Mais un de nous a accidentellement marché sur une branche morte qui a craqué sous son pied. Le chant s'est interrompu. Tous les membres du groupe ont tourné la tête d'un même mouvement mécanique vers notre cachette. Le silence était absolu. Nous avons couru. Le souffle court, le cœur battant, nous avons traversé la forêt sans jamais regarder en arrière, persuadés d'entendre des pas derrière nous, bien que nous n'ayons jamais vu personne. Lorsqu'enfin nous avons atteint la voiture, nous sommes montés en trombe et avons démarré, les mains tremblantes sur le volant. Depuis ce jour, aucun de nous n'a jamais voulu retourner à Exham. Lors de mon voyage au Pérou avec ma copine, nous avions prévu de visiter les célèbres lignes de Nazca. Comme beaucoup de touristes, nous étions fascinés par ces géoglyphes mystérieux gravés dans le désert, visibles uniquement depuis le ciel. Mais ce qui m'a marqué encore plus, c'est une histoire inattendue que notre guide local nous a racontée sur un lieu étrange et méconnu, le puits de Nazca. Nous avions réservé une excursion privée pour éviter la foule. Notre guide était un homme d'âge moyen, chaleureux et passionné par l'histoire de sa région. Alors que nous contemplions les lignes sous un soleil de plomb, il a mentionné qu'il y avait une autre légende, bien moins connue, qui entourait ces tracés énigmatiques. Intrigués, nous avons demandé plus de détails. Il nous a parlé d'un puits souterrain perdu dans le désert de Nazca, un endroit dont peu de touristes entendent parler. Les habitants de la région appellent cela le puits des dieux. Selon lui, il s'agirait d'une ancienne structure liée aux célèbres lignes tracées dans le sol. Mais contrairement à ce que les livres d'histoire racontent, certains théoriciens pensent que ce puits pourrait être l'origine sacrée des lignes de Nazca, et même la clé pour comprendre leur véritable fonction. Notre guide expliqua que de nombreuses lignes de Nazca semblent pointer vers des sources d'eau souterraines encore actives aujourd'hui. Ces tracés pourraient avoir servi de système d'irrigation ou de chemin spirituel menant à des points d'eau sacrés. Cependant, certains chercheurs pensent que le puits de Nazca est bien plus qu'un simple réservoir. D'après des récits locaux, ce puits serait une entrée vers un ancien réseau souterrain, un labyrinthe de tunnels que personne n'a jamais exploré jusqu'au bout. Curieux et toujours en quête de lieux hors des sentiers battus, nous lui avons demandé si nous pouvions voir cet endroit. Il a hésité, jetant un coup d'œil vers l'horizon désertique comme s'il réfléchissait. Après un moment, il a accepté à contre-séhure, en nous avertissant que le chemin serait long et difficile. Après plusieurs heures de marche sous un soleil écrasant, nous sommes arrivés devant ce qui ressemblait à un simple trou dans le sol, entouré de pierres grossièrement taillées.
Mais en nous approchant, nous avons réalisé que l'ouverture était parfaitement ronde, d'environ 3 mètres de diamètre. Le puits était incroyablement profond, ses parois creusées à la main avec une précision impressionnante. Les pierres semblaient polies par le temps mais tenaient encore solidement en place. Les anciens l'appelaient la porte du monde d'en bas, a murmuré notre guide en fixant le puits. Il a expliqué que, selon les légendes locales, ce puits serait lié à une ancienne divinité des eaux, Khon, un dieu mystérieux qui apportait la pluie et la fertilité au désert aride. Mais d'autres récits parlaient de sacrifices humains, offerts pour apaiser cet esprit capricieux lorsque les pluies tardaient à venir. Alors que nous explorions les environs, nous avons remarqué d'étranges symboles gravés sur certaines pierres autour du puits. Ils ressemblaient aux formes géométriques des lignes de Nazca, spirales, triangles et lignes droites. Notre guide affirma que ces gravures étaient censées représenter des chemins spirituels menant vers l'eau. Les chercheurs modernes pensent que cela fait partie d'un ancien système d'irrigation, un chef-d'œuvre d'ingénierie précolombienne, expliqua-t-il. Mais les villageois, ils croient autre chose. Il fit une pause, son visage devenant plus grave. Ils disent que ceux qui descendent dans le puits n'en ressortent jamais. Certains touristes et explorateurs ont essayé, mais aucun ne s'est aventuré très loin. L'air devient glacial et les lampes cessent de fonctionner inexplicablement. Son récit nous a fait frissonner malgré la chaleur étouffante du désert. Ma copine et moi avons échangé un regard inquiet. Je me suis approché du bord du puits et j'ai lancé une pierre à l'intérieur. Le son de sa chute semblait durer éternellement, comme si le puits ne voulait pas révéler sa profondeur. Personne ne sait où cela mène, a conclu notre guide, sa voix tremblante. Peut-être à un ancien réservoir souterrain, ou à quelque chose que nous ne sommes pas censés découvrir. Nous sommes restés là, silencieux, face à ce trou mystérieux qui semblait défier le temps et la raison. Au fond de moi, j'étais tiraillé entre l'envie irrésistible d'explorer ce puits et la peur viscérale qu'il cachait bien plus que de l'eau. Je me souviens encore de ce voyage au Texas. C'était l'été dernier, et j'avais décidé de visiter quelques sites touristiques peu connus. J'ai toujours été attiré par les lieux étranges et les histoires mystérieuses. C'est comme ça que je suis tombé sur l'histoire du puits sans fond du Texas, une légende locale qui semblait sortir tout droit d'un film d'horreur. Ce n'était pas sur les guides officiels, mais quelques forums de passionnés de folklore et de mystère en parlaient avec des détails troublants. Intrigué, j'ai décidé d'y aller. Le puits est situé dans un coin reculé de l'ouest du Texas, loin des grandes villes, au milieu d'un désert aride où la chaleur semble écraser tout sur son passage. Après plusieurs heures de route sur des chemins poussiéreux, je suis arrivé dans une petite bourgade à moitié abandonnée. Les maisons semblaient figées dans le temps, certaines à moitié écroulées, d'autres couvertes de graffitis. C'est là que j'ai rencontré Frank, un vieil homme assis sur le porche d'un ancien magasin général fermé depuis des années. Quand je lui ai demandé des indications sur le fameux puits sans fond, son visage s'est assombri. Il m'a regardé comme si je venais de réveiller un souvenir qu'il aurait préféré oublier. Après un long silence, il a craché par terre et m'a fait signe de m'asseoir sur une vieille caisse en bois. C'est à ce moment-là qu'il m'a raconté l'histoire. Il a dit que le puits sans fond était là depuis toujours. Personne ne savait vraiment quand il avait été creusé ni qui l'avait fait. Certains disaient que c'était un ancien puits de mine abandonné, d'autres affirmaient qu'il était là bien avant l'arrivée des premiers colons. Il se trouvait à quelques kilomètres de la ville, au fond d'un ravin isolé. Ce qui rendait ce puits différent, c'était sa profondeur. Personne n'avait jamais réussi à en trouver le fond. Frank m'a raconté que dans les années 1950, des chercheurs curieux avaient tenté de mesurer sa profondeur en y jetant de lourds blocs de béton attachés à des câbles. Le câble s'était déroulé sur des centaines de mètres avant de se rompre brutalement, comme s'il avait été tranché net. Le bloc de béton n'avait jamais été retrouvé. Même les instruments modernes utilisés plus tard n'avaient pas réussi à capter un écho de fond. Le puits semblait littéralement sans fin. Mais ce n'était pas le plus effrayant. Frank a baissé la voix et jeté un coup d'œil nerveux autour de lui avant de poursuivre. Il a dit que les habitants de la région évitaient l'endroit depuis des générations. Pas seulement à cause de sa profondeur mystérieuse, mais à cause des bruits. Les nuits de vent, quand tout le désert semblait dormir sous le ciel étoilé, on pouvait entendre des sons étranges qui venaient du puits.
des murmures lointains, des gémissements inhumains, comme si quelque chose essayait de remonter à la surface. Franck a juré qu'il avait entendu ces bruits lui-même quand il était jeune. Une nuit, poussé par l'alcool et la bravade, lui et quelques amis étaient partis camper près du puits, bien décidés à démystifier la légende. Mais à minuit, le silence du désert avait été brisé par un hurlement déchirant, quelque chose de guttural et d'incompréhensible, comme un cri de douleur venu d'une autre dimension. Effrayés, ils avaient pris la fuite et ne s'étaient jamais approchés du puits à nouveau. Certaines histoires locales parlent de personnes ayant disparu autour du puits. Des chasseurs, des randonneurs, et même un géologue qui faisait des recherches sur les sols. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Les autorités locales avaient fini par clôturer l'endroit dans les années 1980 après plusieurs signalements d'accidents étranges. Mais les clôtures ont été arrachées avec le temps, et le puits est redevenu une légende oubliée. Quand Franck a terminé son histoire, il m'a lancé un dernier regard sérieux. « Si tu tiens à ta peau, fiston, reste loin de ce maudit trou. Ce n'est pas juste un puits, c'est un passage. Et tout ce qui y descend ne revient jamais. » Je ne sais pas si c'était l'atmosphère poussiéreuse et désolée du village, ou l'intensité dans les yeux de Franck, mais un profond malaise s'était installé en moi. Pourtant, mon esprit curieux refusait d'abandonner. Je l'ai remercié pour son récit et j'ai décidé de continuer mon chemin. Quelques heures plus tard, après avoir suivi des pistes de terre presque effacées par le temps, je suis arrivé à ce que je pense être le puits sans fond. C'était exactement comme il l'avait décrit. Un trou béant entouré de pierres usées, avec des restes de clôtures rouillées éparpillés autour. Le vent sifflait doucement dans le désert, mais à proximité du puits, le silence était total, oppressant. Je m'en suis approché avec précaution. Le bord était fragile et effrité. J'ai jeté un caillou à l'intérieur. Aucun son. Pas de choc, pas de résonance. Juste un vide insondable. Je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est pour ce genre d'endroit que j'adore voyager et vérifier de mes propres yeux les légendes locales. C'était un après-midi d'été brûlant, le genre de journée où l'air semble vibrer sous le poids de la chaleur. Ma sœur Lina et moi étions en vacances chez nos grands-parents, dans leur vieille ferme à la campagne. L'endroit était entouré de champs dorés et de bois denses, un terrain de jeu idéal pour deux enfants pleins d'énergie et avides d'aventure. Au fond du jardin, près du vieux cerisier mort, se trouvait un ancien puits de pierre, condamné depuis des décennies. Sa margelle usée était recouverte de mousse, et une vieille plaque en métal rouillé censée enfermer l'ouverture avait été poussée sur le côté par le temps et la négligence. Pour nous, ce puits était un lieu interdit, un sanctuaire de mystère et de légendes que nos grands-parents nous interdisaient d'approcher. Mais, comme tout enfant fasciné par les dangers invisibles, c'était précisément là que nous allions jouer. Ce jour-là, nous avions décidé d'inventer un jeu idiot, marcher sur le rebord étroit et glissant du puits, voir qui tiendrait le plus longtemps en équilibre sans tomber. Lina était toujours plus téméraire que moi. Rieuse et légère, elle avançait les bras tendus, moquant mon hésitation à la suivre. Piqué dans mon orgueil, je l'avais rejointe sur la margelle, le cœur battant. Nous rions comme des fous, galvanisés par l'adrénaline et le frisson de désobéir à nos grands-parents. Et puis, c'est arrivé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Un mouvement maladroit, un faux pas, ou peut-être ai-je voulu la bousculer pour plaisanter. Mon épaule a heurté la sienne plus fort que prévu. Lina a perdu l'équilibre. Son sourire s'est figé dans une expression d'effroi pur. Elle a battu des bras, cherchant désespérément à se rattraper. Ses doigts ont frôlé le rebord, mais elle a basculé dans l'ouverture béante du puits. Je n'oublierai jamais le bruit de son cri déchirant, suivi d'un coup sourd qui a résonné dans l'obscurité. Puis, le silence. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis jeté à genoux, regardant dans le puits avec des mains tremblantes. La lumière de l'après-midi éclairait faiblement le fond à environ 6 ou 7 mètres en contrebas. Elle était là, recroquevillée, immobile. Je criais son nom, presque incapable de respirer. Après quelques secondes qui m'ont semblé durer une éternité, elle a bougé et a laissé échapper un gémissement déchirant. Je distinguais sa silhouette blême et le mauvais angle de sa jambe gauche, où son tibia s'était fracturé.
Son visage était tordu de douleur, mais elle était vivante. Pris de panique, je me suis relevé et j'ai sorti mon téléphone de ma poche, les doigts tremblants. Pas de réseau. Chaque tentative de passer un appel échouait, et mon souffle devenait de plus en plus saccadé. Je n'avais jamais ressenti une terreur pareille. J'étais seul, impuissant, et ma sœur était coincée dans ce puits, souffrant à cause de moi. Ses cris résonnaient dans l'air chaud, amplifiés par les parois de pierre. Je ne pouvais rien faire à part lui parler pour la rassurer, en priant pour que quelqu'un nous entende. Je hurlais à l'aide, le désespoir tordant ma voix. Après ce qui m'a semblé des heures, des bruits de pas ont résonné dans le chemin de terre menant à la ferme. 2 randonneurs, alertés par mes appels désespérés, sont apparus. Sans poser de questions, ils ont couru jusqu'au puits et ont regardé à l'intérieur avec effroi. L'un d'eux a immédiatement appelé les secours depuis son propre téléphone, tandis que l'autre descendait prudemment avec une vieille corde trouvée près de la grange. L'attente a été insupportable. Lina était consciente mais perdait des forces à cause de la douleur. Finalement, les pompiers sont arrivés. Ils ont réussi à la hisser hors du puits après une opération qui me semblait interminable. Ces gémissements déchirants résonnent encore dans ma tête à ce jour. Lina a été transportée à l'hôpital. Sa jambe était gravement fracturée, nécessitant une intervention chirurgicale et des mois de rééducation. Elle porte toujours une cicatrice épaisse le long de son tibia, témoin muet de cet après-midi cauchemardesque. Je n'ai jamais cessé de me sentir coupable, même si elle a fini par me pardonner. C'était un accident, m'a-t-elle dit, encore et encore. Mais au fond de moi, je sais que ma bêtise et mon arrogance ont failli lui coûter la vie. Depuis ce jour, je ne peux plus regarder impuissant que mon estomac se noue. Le souvenir de ses cris, de ses yeux remplis de douleur et de peur, et du silence écrasant qui a suivi sa chute me hante encore. C'était la journée la plus traumatisante de ma vie. Pour elle aussi, j'en suis sûr. Au sommet de la colline sacrée de Vézelay, au cœur de la Bourgogne, se dresse l'imposante abbaye Sainte-Marie-Madeleine, un lieu de pèlerinage depuis des siècles. Non loin de ses murs, dissimulé dans un recoin ombragé, repose un ancien puits entouré de légendes. Ce puits, simple en apparence, serait le théâtre d'une des plus grandes énigmes médiévales, le trésor caché des croisés. L'histoire remonte à l'année 1146, quand Vézelay devint le centre du monde chrétien. Le roi Louis VII de France et l'abbé Bernard de Clairvaux y proclamèrent la deuxième croisade, rassemblant des milliers de chevaliers, de pèlerins et d'aventuriers venus de toutes les contrées du royaume. Durant plusieurs jours, les ruelles étroites de la cité résonnèrent du martèlement des sabots, du cliquetis des armures et des prières ferventes. Mais la nuit précédant le départ de l'armée croisée, un événement étrange et soigneusement dissimulé se déroula dans l'ombre. Une poignée de chevaliers triés sur le volet, portant des emblèmes mystérieux et des capes brodées de croix, se réunirent en secret. Leur mission était sacrée, protéger les reliques et les trésors de l'abbaye ainsi que certains biens inestimables confiés par des familles nobles, qui redoutaient de ne jamais revoir leur terre. Guidés par un moine de confiance, ils transportèrent des coffres scellés dans des chariots bâchés jusqu'au vieux puits, à l'abri des regards. Sous la lueur pâle de la lune, ils ouvrirent l'entrée du puits, dévoilant une trappe dissimulée sous de lourdes dalles de pierre gravées de symboles religieux complexes. Des cordes solides furent fixées, et un à un, les coffres furent descendus dans les profondeurs obscures. L'air était glacé malgré le printemps, et un silence solennel régnait. Les chevaliers, à genoux, prononcèrent un serment sacré, quiconque tenterait de violer le sanctuaire du puits sans pureté d'âme serait maudit à jamais. Lorsque la dernière dalle fut replacée et les symboles sacrés réactivés par une bénédiction en latin, les moines refermèrent le puits à jamais. On dit que seuls 3 hommes connaissaient le véritable emplacement du trésor, l'abbé de Vézelay et 2 chevaliers anonymes choisis pour leur foi et leur dévouement. Aucun d'eux ne révéla jamais le secret, même sous la menace ou la torture. Au fil des siècles, les rumeurs grandirent. On racontait que des parchemins codés, des cartes énigmatiques et des récits de pèlerins faisaient allusion au trésor caché près de l'abbaye. Certains affirment qu'un livre ancien, perdu dans les archives de la bibliothèque monastique, contient une prière secrète qui déverrouillerait l'accès au puits. Des chercheurs d'or et des aventuriers désespérés vinrent de loin, mais aucun ne revint jamais indemne.
Parfois, les villageois croyaient entendre, les nuits de pleine lune, le murmure des prières anciennes montant du fond du puits. Des ombres encapuchonnées apparaissaient autour du vieux mur de pierre, comme si les esprits des croisés morts surveillaient encore le lieu sacré. Certains disaient même que leurs propres âmes étaient liées au trésor, condamnées à le protéger jusqu'à la fin des temps. Une vieille légende affirme qu'un homme, un forgeron du village, aurait un jour tenté de soulever les dalles du puits à l'aide d'outils de fer. On le retrouva 2 jours plus tard, errant dans la forêt voisine, la peau froide et marquée de cicatrices étranges en forme de croix. Il resta muet jusqu'à sa mort, incapable de prononcer un seul mot, les yeux fixés vers l'abbaye, commenté par une vision d'horreur indescriptible. Aujourd'hui, le puits de Vézelay est une curiosité pour les visiteurs, mais les habitants les plus anciens évitent toujours de s'en approcher après la tombée de la nuit. Les récits murmurés autour des cheminées parlent encore de trésors oubliés, de parchemins codés et de gardiens invisibles prêts à défendre leurs secrets. Quand j'étais enfant, mes grands-parents possédaient un immense terrain entouré de champs et de bois. Il y avait 2 vieux puits en pierre, couverts de mousse et presque oubliés sous le feuillage épais des arbres. Je passais mes étés là-bas, à courir pieds nus et à m'occuper des chevaux dans la grande grange en bois. La grange était mon refuge préféré. Elle sentait le foin, le cuir et la chaleur réconfortante des chevaux. Il y avait un coin aménagé avec des lits de paille où j'aimais faire la sieste après avoir joué toute la journée. Un après-midi d'été, après une longue balade à cheval, je me suis écroulé sur un tas de paille douce et me suis rapidement endormi, bercé par les hennissements tranquilles et le chant des cigales. Je me suis réveillé un peu plus tard, le soleil était déjà bas à l'horizon, teintant le ciel de couleurs orangées. Réalisant que les chevaux n'avaient plus d'eau, je me suis levé et suis allé chercher un seau pour puiser de l'eau au vieux puits près du verger. En m'approchant du puits principal, quelque chose d'étrange a attiré mon attention. Une lumière bleuâtre, vive et presque irréelle, semblait émaner du fond du puits. Ce n'était pas le reflet du ciel ou du soleil. C'était une lueur douce mais intense, comme un feu follet qui dansait sous l'eau, sauf qu'il n'y avait pas d'eau visible. Intrigué et légèrement inquiet, je me suis penché davantage. À ma grande surprise, je ne voyais pas mon reflet dans le puits. Juste cette lumière étrange qui semblait se mouvoir lentement, comme une présence vivante. Mon cœur battait à tout rompre. Je n'arrivais pas à détacher mon regard. C'était comme si quelque chose m'appelait, m'invitait à descendre. Une sensation à la fois fascinante et terrifiante. Pris d'une peur soudaine, j'ai lâché mon seau et me suis précipité vers la maison en appelant mon père à pleine voix. Il m'a suivi sans poser de questions, inquiet de mon agitation. Mais quand nous sommes revenus devant le puits, il n'y avait plus rien. L'eau était parfaitement calme et sombre, et mon reflet y apparaissait normalement, tremblant légèrement à cause du souffle du vent. Mon père m'a regardé avec curiosité, pensant que j'avais dû rêver ou être victime d'un jeu de lumière naturelle. J'étais trop secoué pour protester. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce que j'avais vu était réel. Des années plus tard, devenu adulte, l'épisode me hantait toujours. Une nuit d'insomnie, j'ai cherché sur des forums consacrés aux phénomènes étranges. Certains parlaient de feux follets, d'esprits de la nature et de fées lumineuses. Les gens disaient que ces créatures, si elles existent, habitent les endroits sauvages et anciens, là où la nature est encore intacte. J'ai lu des récits similaires, des lumières bleues aperçues près de vieilles sources, des reflets impossibles dans des lacs oubliés. Certains affirmaient même que les fées apparaissent dans les puits anciens pour garder leurs secrets ou attirer les âmes curieuses. Je ne crois pas aux fées. Je refuse de penser que ce que j'ai vu était autre chose qu'un étrange phénomène naturel, mais parfois, lorsque je repense à cette lumière et à cette sensation étrange d'être observé, je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se trouvait vraiment au fond de ce vieux puits. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.